ChatGPT. Ces dernières semaines, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire un système d'information qui, en traitant des données, va générer des résultats précis. Mais surtout, dans le cas de ChatGPT, est construite avec des algorithmes d'apprentissage automatique, c'est-à-dire d'apprendre des expériences avec les utilisateurs pour optimiser ou améliorer ses réponses. ChatGPT est donc un prototype qui va avoir une conversation avec nous. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est qu'elle peut nous aider de plein de façons différentes. Et la question actuelle, c'est est-ce qu'elle pourrait nous aider en tant que développeur de jeux vidéo? C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Et en vérité, avant de créer votre jeu, tout commence par une idée. Alors je lui ai demandé de donner 10 idées de jeux vidéo. Alors j'aurais pu préciser un thème précis comme l'horreur, mais dans mon cas, j'ai choisi de rester assez simple dans la question. Il nous donne donc 10 idées de jeux vidéo, à savoir les suivantes. Un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique, un jeu de gestion de ville, un jeu de rôle en monde ouvert, un jeu de simulation de vie, un jeu de stratégie en temps réel, jeu de combat en arène, un jeu de course de voiture, un jeu de tir FPS, et pour finir, un jeu de gestion de football en temps réel. Alors oui, les idées qu'il nous donne sont vraiment générales et surtout existent déjà. Mais à vrai dire, de mon côté, je n'ai pas été très spécifique non plus. À ce moment-là, si vous voulez par exemple avoir un résultat différent, vous pouvez régénérer la réponse et avoir des résultats différents. Et potentiellement, plus intéressants. Mais évidemment, pour aller plus en profondeur, il va falloir explorer une idée précise. Pour ma part, je choisis le jeu de survie à la première personne dans un monde post-apocalyptique. Et donc à la suite de la discussion, je lui demande plus d'idées à propos de ce thème précis. Le joueur incarne un survivant dans un monde où la plupart de la population a été décimée par une pandémie ou par un cataclysme naturel. Le joueur doit faire face aux dangers qui le menacent à chaque coin de rue, tels que des zombies, des bandes de pillards et des animaux sauvages. Le joueur doit trouver de la nourriture et de l'eau potable, se fabriquer des armes et des outils, construire un abri pour se protéger des intempéries et des attaques ennemies. Il peut également explorer le monde et découvrir de nouvelles technologies et des ressources précieuses qui lui permettront de survivre plus longtemps. Le joueur peut également rencontrer d'autres survivants et choisir de les aider ou de les affronter pour voler leurs ressources. Il peut même créer ou rejoindre un groupe de survivants et construire un refuge commun où ils pourront se protéger ensemble. Le joueur doit faire face à des choix difficiles et apprendre à se débrouiller seul dans ce monde hostile, tout en luttant pour sa propre survie et celle de ceux qu'il a choisi de protéger. Alors, on voit que dans un premier temps, il m'a donné un résumé de ce que pourrait être le jeu, à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un monde post-apocalyptique, et quels sont les dangers. Et ensuite, il a approfondi certains points comme comment on devrait survivre, ou même des idées d'alliance entre les joueurs. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, le but de la discussion c'est de ressortir avec une idée assez originale, et donc pour l'instant il m'a un petit peu expliqué le jeu en général, mais moi je vais donc lui demander 5 concepts artistiques à propos d'un monde post-apo. Des villes en ruine et des bâtiments abandonnés, laissant derrière eux des vestiges de la vie d'avant la fin du monde. Une nature envahissante qui a repris ses droits sur la ville et les routes, avec de la végétation qui pousse à travers les fissures des bâtiments et des arbres qui envahissent des routes abandonnées. Des véhicules et des objets rouillés et abandonnés, témoins de l'abandon et de la décrépitude du monde post-apo. Les personnages qui ont survécu à l'apocalypse sont des survivants endurcis et cyniques qui ont dû apprendre à se débrouiller seuls dans un monde hostile. Et pour finir, des scènes de combat et de destruction, donc les affrontements sont monnaie courante dans ce monde où les ressources sont rares et où chacun doit se battre pour sa survie. Bon, pour l'instant, cette expérience nous mène à pas grand chose parce que ce n'est pas des idées originales. Les bâtiments abandonnés, la végétation qui reprend, et les zombies sont les premières choses à laquelle on pense quand on pense à un jeu post-apocalyptique. Mais dans mon cas, dans ma question, j'ai juste eu à rajouter 2 petits mots. Original et nouveau. Je lui redemande donc de me donner 5 concepts artistiques, mais cette fois-ci, original et nouveau, à propos d'un monde post-apocalyptique. Et je me suis dit que comme avant, il allait me donner des réponses assez bateaux, pas très originales, mais il m'a donné ça. Des villes flottantes. Après une apocalypse qui a rendu la surface de la Terre inhabitable, les survivants ont construit des villes flottantes sur des plateformes flottantes pour se protéger des dangers qui les menacent. Des cités souterraines, après que la surface de la Terre a été dévastée par une guerre nucléaire ou par un cataclysme naturel, les survivants ont construit des cités souterraines pour se protéger des radiations et des dangers qui les menacent. Des mondes virtuels post-apocalyptiques. Dans un futur où la réalité augmentée et la technologie ont atteint des niveaux inimaginables, les survivants ont créé des mondes virtuels post-apocalyptiques dans lesquels ils peuvent échapper à la réalité et vivre de nouvelles aventures. Un monde post-apocalyptique médiéval, après que la technologie a été détruite par une apocalypse, les survivants ont dû se rabattre sur des technologies médiévales pour survivre, créant un monde où la magie et les armes à feu coexistent. Et pour finir, un monde post-apo futuriste, où les rares survivants ont réussi à se reconstruire grâce à la technologie avancée et à la science. Alors oui, certaines idées sont déjà vues, mais par exemple dans mon cas, je me suis intéressé à l'idée des villes flottantes.
Et je me suis demandé si on est sur des villes flottantes, quels seraient les dangers principaux? C'est la question que j'ai posée et il m'a donc répondu ça. Les intempéries. Les villes flottantes seraient exposées aux intempéries et aux tempêtes, ce qui pourrait causer des dommages aux structures et aux habitants. Les attaques ennemies. Les villes flottantes pourraient être visées par des attaques de la part d'autres groupes de survivants qui chercheraient à s'emparer de leurs ressources. Les pannes matérielles. Les villes flottantes dépendent de matériel complexe pour fonctionner, et une panne de ce matériel pourrait causer des problèmes graves pour les habitants. Le problème de gestion. La gestion de la ville flottante et ses ressources pourrait poser des problèmes, en particulier si la population est importante et que les ressources sont limitées. Et le dernier, les problèmes écologiques. Les villes flottantes pourraient avoir des impacts sur l'environnement, en perturbant l'écosystème ou en polluant l'eau. Et ça a quand même débloqué beaucoup de choses, hein. On est passé d'un jeu post-apo qu'on a déjà vu 10 fois, à un jeu complètement différent, où on a d'un côté des villes flottantes, sécures, mais qui nécessiteraient de la gestion, donc potentiellement aller sur la Terre pour récupérer des matériaux, mais qui seraient donc potentiellement un territoire dangereux, donc avec des monstres. Rajouter à cela des guerres de territoire avec des autres villes flottantes en multijoueur, et les intempéries qui donc causeraient beaucoup de dommages, et qui donc seraient synonymes de devoir aller chercher beaucoup plus de matériaux, en plus de l'impact sur l'environnement qu'il faudrait contrôler. Et alors c'est des idées qui en vérité sont assez simples, mais je me suis demandé si j'aurais eu ces idées par moi-même, sans l'aide de ChatGPT. Et je pense que non, car ouais, ma première pensée serait aller vers un univers post-apo classique, avec des bâtiments abandonnés et la végétation qui a repris le dessus. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, quand on obtient des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Poursuivant donc dans la discussion, je lui ai demandé quels seraient les mécanismes de jeu avec ces villes flottantes. En premier, la gestion des ressources, évidemment, la nourriture, l'eau, l'énergie pour que la population survive, la construction et l'amélioration de la ville flottante, ce qui fait qu'on pourrait par exemple améliorer ses systèmes de défense, etc. La gestion de la population, s'assurer qu'il y a suffisamment de ressources et prendre des décisions difficiles pour la ville, évidemment l'exploration et l'acquisition de nouvelles ressources, et la guerre entre d'autres joueurs et d'autres villes flottantes du coup. Encore une fois, des réponses qui sont assez pertinentes par rapport au thème et à ce qui a été dit précédemment. Et une des dernières questions que je vais lui poser, ce serait l'histoire du jeu. Alors je lui pose la question. Il me donne donc 3 réponses qui commencent toutes par la même phrase, à savoir après une apocalypse qui a décimé la plupart de la population, les rares survivants ont été obligés de se regrouper sur des villes flottantes pour se protéger. Et donc dans la première réponse, il parle de villes flottantes qui sont divisées et en conflit. La deuxième, où les villes flottantes sont en paix, mais où on part en mission d'exploration pour trouver de nouvelles terres et de nouvelles ressources. Et la troisième où une tempête monstrueuse se dirige sur les villes flottantes. Bon, sur cette question-là, les propositions sont pas hyper recherchées. À vrai dire, j'ai pas non plus énormément détaillé ma question. Parce que ouais, dans des jeux comme ça, on cherche souvent la raison qui ont poussé à l'apocalypse et qui sont mystérieuses jusqu'à ce qu'on les découvre. Et pour la dernière question, j'ai trouvé que ce serait drôle, j'ai demandé le titre du jeu. Bon alors un titre pour un jeu est généralement assez réfléchi et doit décrire plus ou moins le jeu en ayant un impact, dans le sens où le joueur doit se souvenir du nom du jeu. Par exemple, vous n'oublierez jamais Minecraft ou Among Us, qui sont des noms assez spécifiques. Alors un jeu qui s'appellerait Ghost, par exemple, serait un petit peu trop classique, et donc vous l'oublierez assez facilement. Je lui demande donc la question, il me donne ça. Survie en mer, empire flottant, lié par la tempête, le dernier refuge, naufragé, l'ascension de l'arche, ok, sink or swim, le grand déluge, bataille pour les cieux et le monde englouti. Cependant, avec cette question, ça m'a prouvé quelque chose, c'est qu'il a placé le mot tempête. Alors que dans ma question, je n'ai pas du tout précisé quoi que ce soit concernant la tempête. C'est-à-dire qu'il prend en compte toute la discussion qu'on a eue auparavant pour répondre à la question actuelle. Et c'est assez cool parce que ça fait que la discussion évolue au fil du temps et au fil des questions. Et oui, avec ChatGPT, j'ai un jeu qui est assez original et qui pourrait être potentiellement intéressant. Bon alors dans notre cas qui coûterait des millions à être créé, si ce n'est des dizaines de millions, parce qu'un monde post-apo multijoueur avec des villes flottantes, etc. Cependant, basez tout votre jeu sur des idées d'Unia, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, dans le sens où je pense que c'est plus une façon de vous aider, justement pour trouver et développer vos idées à vous. Beaucoup craignent que les intelligences artificielles vont remplacer les métiers comme artistes ou les développeurs. Dans mon cas, je pense plutôt que cela va améliorer et surtout créer ou réinventer des métiers. La plupart du temps, les IA et les avancées nous permettent quand même de faire des tâches plus rapidement ou de simplifier un travail, plutôt que de le remplacer complètement. Pour ma part, je pense que l'intelligence artificielle peut être un outil très puissant pour développer nos côtés créatifs, mais se rassembler avec d'autres personnes est, je pense, toujours plus efficace. Parce que vous pourrez vous expliquer, avancer et débattre sur les différentes idées apportées. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, abonnez-vous, et on se retrouve dans une prochaine.